Les bactéries et archées n'ont pas, à quelques exceptions près, de cycle biologique. Elles se reproduisent continuellement sous forme de cellules végétatives, tant que leur environnement est propice. Certaines bactéries peuvent sporuler, mais seulement quand les conditions deviennent défavorables à la croissance. Pour comprendre les phénomènes de croissance bactérienne, il faut d'abord s'intéresser au mode de reproduction de ces cellules prokaryotes. C'est généralement une reproduction asexuée appelée scissiparité ou fission binaire, au cours de laquelle une bactérie donne naissance à deux bactéries, qui elles-mêmes donnent naissance chacune à deux bactéries. Ainsi, quand on ensemence une bactérie sur un milieu gélosé en boîte de pétri, après incubation, il se forme une colonie, visible à l'œil nu, puisqu'elle renferme plusieurs millions de cellules bactériennes. Sur le plan génétique, cette population forme un clone, car elle est constituée d'individus génétiquement identiques à la cellule mère dont ils descendent. Voyons de plus près la scissiparité bactérienne. C'est un cycle cellulaire qui comprend les phases suivantes. Tout d'abord, la bactérie augmente de volume et agrandit sa paroi. Le chromosome migre au centre de la cellule et sa duplication démarre à l'origine de réplication. C'est-à-dire que chaque brin d'ADN est répliqué et deux chromosomes d'ADN double brin sont ainsi formés. Chaque chromosome migre vers une des extrémités de la bactérie. Une paroi transversale, appelée septum, individualise chaque future cellule fille. Deux bactéries filles sont libérées, chacune possédant un chromosome identique à celui de la bactérie mère. Chez certaines espèces, les bactéries filles restent attachées et forment des paires, tétrades, chaînettes, palissades, amas que l'on peut observer au microscope. Ce mode de groupement est un critère dans l'identification bactérienne. Au cours de la scissiparité, il y a donc transmission verticale de gènes, c'est-à-dire que ceux-ci sont transmis de la cellule mère à sa descendance, comme c'est le cas au cours de la mitose observée chez les eucaryotes. Notons que les micro-organismes prokaryotes, qui n'ont pas de reproduction sexuée, peuvent cependant modifier rapidement leur caractère génétique grâce au transfert génétique qualifié de transmission horizontale de gènes. Étudions maintenant la croissance bactérienne. La culture de bactéries dans un milieu se traduit par une augmentation du nombre de bactéries, c'est-à-dire une augmentation de la taille de la population bactérienne. On parle de croissance bactérienne. Le moyen le plus simple de faire une culture bactérienne est d'ensemencer un certain volume de milieu par des bactéries, de l'incuber dans des conditions physico-chimiques adaptées, en température, agitation, etc., et de laisser ainsi la population s'accroître. C'est le principe de la croissance en milieu non renouvelé ou culture discontinue ou encore culture en batch. Dans des conditions de culture données, la croissance d'une population bactérienne peut être définie par deux paramètres, G et R. Le temps de génération G, qui peut être exprimé en minutes ou en heures, est l'intervalle de temps entre deux divisions bactériennes. C'est donc le temps nécessaire au doublement d'une population. Par conséquent, un temps de génération faible correspond à une vitesse élevée de multiplication. Si on connaît pour une souche microbienne le nombre de divisions cellulaires n qui ont lieu pendant une durée déterminée t, alors on peut calculer son temps de génération qui est égal à t divisé par n. G dépend de l'espèce microbienne et pour une même espèce microbienne dépend des conditions de culture, c'est-à-dire de la nature du milieu de culture et des conditions d'incubation. Dans un milieu riche, le temps de génération sera plus petit que dans un milieu de culture ordinaire. Ce tableau donne, à titre de comparaison, les temps de génération de plusieurs espèces bactériennes. Dans la nature, la croissance étant plus lente, les temps de génération seront bien plus élevés. Nous pouvons comparer les deux premières espèces citées. Geobacillus stearothermophilus est une bactérie saprophyte pouvant contaminer les aliments et persister dans des conserves mal stérilisées. Sa température optimale de croissance est élevée puisqu'elle est de 60 degrés Celsius.
Son temps de génération est alors de moins de 9 minutes, c'est-à-dire qu'il double sa population en moins de 9 minutes. Escherichia coli, quant à elle, est une bactérie commensale de l'intestin de l'homme et de l'animal. Sa température optimale de croissance est de 37 degrés Celsius. Son temps de génération est alors d'environ 20 minutes. Escherichia coli double donc sa population en 2 fois plus de temps que ne le fait Geobacillus stearothermophilus. On peut utiliser un autre paramètre pour étudier la croissance d'un micro-organisme. Il s'agit de son taux de croissance horaire qui est l'équivalent d'une vitesse de croissance. Le taux de croissance horaire, R, qui peut être exprimé en R-1, est le nombre de divisions ou de générations que subit une population bactérienne par unité de temps. Par conséquent, un taux de croissance élevé correspond à une vitesse élevée de multiplication. R est égal à petit n sur t, et par conséquent, le taux de croissance horaire est l'inverse du temps de génération. Reprenons les 2 exemples de tout à l'heure. Geobacillus stearothermophilus a un temps de génération de 8,4 minutes, ce qui correspond à un taux de croissance horaire de 0,12 minutes moins 1, ou bien encore de 7,1 heures moins 1. Quant à Escherichia coli, son temps de génération est de 21 minutes, ce qui correspond à un taux de croissance horaire de 0,05 minutes moins 1, ou encore de 2,9 heures moins 1. On voit donc que Geobacillus stearothermophilus se divise environ 7 fois en 1 heure, tandis que Escherichia coli ne se divise que 3 fois. Mais comment peut-on modéliser la croissance bactérienne afin de déterminer précisément ses paramètres de croissance? L'intérêt est de pouvoir prédire quantitativement l'évolution d'une population bactérienne. Eh bien, pour cela, il faut établir l'expression mathématique de la croissance bactérienne. Raisonnons tout d'abord sur la multiplication d'une bactérie au fil du temps à l'aide de cette simulation. Nous avons donc initialement une bactérie. Après une génération, cette bactérie donne naissance à 2 bactéries. Après 2 générations, étant donné que chaque bactérie se multiplie pour donner 2 bactéries, nous obtenons 4 bactéries. Après 3 générations, 8 bactéries. Nous constatons qu'initialement nous avons 2 puissance 0 bactéries. Après une génération, on obtient 2 puissance 1 bactéries. Après 2 générations, 2 puissance 2 bactéries. Après 3 générations, 2 puissance 3 bactéries. Nous pouvons donc généraliser et dire qu'après n générations, nous avons 2 puissance n bactéries. Nous devons maintenant nous intéresser à une population de bactéries et non plus à une seule bactérie. Nous verrons plus tard que des bactéries cultivées en milieu liquide se multiplient de façon synchrone pendant la phase exponentielle de croissance. Nous allons donc raisonner sur une population bactérienne en phase exponentielle de croissance afin d'établir la formule mathématique de la croissance. Soit NI, le nombre initial de bactéries dans le bouillon à l'instant TI pendant la phase exponentielle de croissance. Après une génération, le nombre de bactéries est égal à 2 fois NI. Après 2 générations, ce nombre est égal à 2 fois N de la précédente génération, soit 2 puissance 2 fois NI. Après 3 générations, on obtient 2 puissance 3 NI. Par conséquent, après N générations, le nombre de bactéries est égal à 2 puissance N NI. Par ailleurs, nous savons que le taux de croissance horaire que nous avons vu tout à l'heure est égal à N sur T. On peut encore écrire que petit n est égal à R fois T. Ainsi, dans la première expression, nous pouvons remplacer petit n par RT. L'expression devient donc N est égal à 2 puissance RT
fois Ni. Maintenant, si nous prenons le log népérien de n, l'équation devient log de n est égal à r fois t fois log népérien de 2 plus le log népérien de Ni. Pendant la phase exponentielle de croissance, r est constant et maximal. Par conséquent, r log de 2 est également une constante. Elle est notée mu ou encore Qx. Mu est appelé le taux de croissance népérien ou encore la vitesse spécifique de croissance. Ce taux de croissance, maximal pendant la phase exponentielle de croissance, est souvent noté mu expo. Nous pouvons donc écrire maintenant que log de n est égal à mu fois t plus log de Ni. N représente la biomasse bactérienne. Elle peut être une concentration bactérienne, obtenue par exemple après dénombrement en milieu gélosé. Elle peut aussi être l'atténuance de la culture en milieu liquide, mesurée au spectrophotomètre. Nous pouvons remarquer que cette équation est celle d'une droite avec y, le log népérien de n, x, le temps t, et mu représente la pente de cette droite ou encore son coefficient directeur. Par conséquent, si on trace la courbe de croissance log de n en fonction du temps, on obtiendra une droite pendant la phase exponentielle de croissance. Étant donné que cette phase est reproductible pour une bactérie donnée dans des conditions de culture données, ceci nous permettra de déterminer le taux de croissance népérien maximal de la bactérie, noté mu expo. Expérimentalement, on peut suivre la croissance d'Escherichia coli dans un bouillon minimum glucosé à l'aide d'un spectrophotomètre réglé sur 600 nanomètres. Après ensemencement du bouillon, on réalise des prélèvements à intervalles de temps réguliers sur lesquels on mesure l'atténuance à la longueur d'onde de 600 nanomètres. Puis on trace la courbe qui représente le log népérien de l'atténuance en fonction du temps, afin de linéariser la phase exponentielle de croissance. Voici donc ce que l'on pourrait obtenir. Sur cette courbe, on constate qu'on distingue 5 phases, qui sont ici délimitées par les lignes verticales. Durant la phase 1, on constate que l'atténuance est constante, identique à l'atténuance initiale. Il n'y a donc pas de production cellulaire. On appelle donc cette phase la phase de latence. On peut donc écrire que pendant cette phase, log de A est égal à log de A0, mu, le taux de croissance népérien, est nul, tandis que G, le temps de génération, tend vers l'infini. La phase de latence est une période d'adaptation des cellules à leur nouveau milieu, pendant laquelle elles synthétisent les enzymes nécessaires pour métaboliser les substrats présents dans le milieu. Pour une souche bactérienne donnée, la durée de la phase de latence dépend de plusieurs facteurs. Elle dépend de l'âge des bactéries ensemencées. Des bactéries jeunes de quelques heures auront une phase de latence plus courte que des bactéries issues d'une vieille culture, puisque ces dernières seront dans un état physiologique peu favorable. Elle dépend aussi de l'état biochimique des bactéries. Des bactéries cultivées préalablement dans un milieu de composition différente du milieu de production auront une longue phase de latence, car l'adaptation enzymatique prendra du temps. Par exemple, les gènes d'utilisation du lactose sont inductibles, c'est-à-dire qu'ils ne sont exprimés qu'en absence de glucose et en présence de lactose. Par conséquent, afin de cultiver une bactérie dans un milieu lactosé, il faudra ensemencer le bioréacteur par une préculture réalisée elle aussi en bouillon lactosé afin d'induire l'opéron-lactose. Elle dépend aussi de la concentration de l'inoculum initial, c'est-à-dire la concentration de la suspension bactérienne introduite dans le bioréacteur.
Plus cette concentration est élevée, plus la phase de latence diminue, car la concentration d'enzymes bactériennes sécrétées dans le milieu sera d'autant plus élevée. C'est pourquoi on ensemence souvent un bioréacteur par une culture de démarrage concentrée en bactéries. Pour résumer, si l'on souhaite diminuer cette phase de latence, il faudra ensemencer le bioréacteur par une préculture concentrée jeune, réalisée dans le même milieu que celui de la production. Pendant la phase 2, l'atténuance augmente, ce qui montre que de la biomasse est produite. Cette phase correspond donc au démarrage de la croissance et on l'appelle la phase d'accélération. Pendant cette phase, log de A augmente, mu augmente, tandis que G diminue. En phase 3, la courbe est une droite. Ceci nous montre qu'il y a proportionnalité entre le logarithme népérien de l'atténuance et le temps. La croissance bactérienne est donc exponentielle et c'est pourquoi on parle de phase exponentielle de croissance ou encore de phase logarithmique. Pendant cette phase, log de A augmente proportionnellement à T, mu est maximal tandis que G est minimal. La population bactérienne croît donc ici à un taux de croissance népérien constant et maximal que l'on note mu max. Cette phase correspond à un potentiel de multiplication et de synthèse cellulaire considérable pour les bactéries à taux de croissance élevé, d'où leur utilisation en biotechnologie. Les métabolites primaires, associés aux synthèses cellulaires, sont généralement produits pendant cette phase. La phase exponentielle de croissance est relativement courte, de 5 à 8 heures, pour les raisons que j'évoquerai tout à l'heure. Pour une souche bactérienne donnée, dans des conditions de culture données, la phase exponentielle de croissance est reproductible. Précisément, la pente de la courbe sera toujours la même. C'est pourquoi on détermine les paramètres de croissance de la souche bactérienne pendant cette phase exponentielle de croissance et ils seront notés mu max et G minimal. Un taux de croissance élevé correspond à une vitesse de croissance élevée. Si l'on dispose de l'équation de la droite, mu max est la pente ou le coefficient directeur de la droite. On peut aussi calculer mu max en choisissant 2 points sur la droite et en utilisant l'équation aux grandeurs suivantes. Mu max est égal à la variation du log de A en phase exponentielle de croissance divisé par la variation du temps. G minimal est le temps nécessaire au doublement de la population pendant la phase exponentielle de croissance et il sera exprimé en unités de temps. Un temps de génération élevé correspond à une vitesse de croissance faible. G minimal peut être déterminé graphiquement grâce au raisonnement suivant. Le temps de génération minimal est le temps nécessaire pour multiplier par 2 l'atténuance pendant la phase exponentielle de croissance. C'est-à-dire que c'est le temps nécessaire pour passer d'une atténuance A à une atténuance 2A. Étant donné que l'ordonnée est exprimée en log de A, G minimal est le temps nécessaire pour passer de log de A à log de 2A, soit pour passer de log de A à log de 2 plus log de A, ceci pendant la phase exponentielle de croissance. Pour déterminer G minimal, il suffit donc de choisir 2 valeurs de log de A distantes de log de 2, puis d'extrapoler sur l'axe des abscisses. G minimal peut aussi être calculé à partir de la valeur de mu max. En effet, si nous reprenons l'expression de mu max en utilisant 2 ordonnées distantes de log de 2, nous obtenons que mu max est égal à log de 2
sur G-min. Cette relation permet donc de calculer mu max à partir de la valeur de G et vice-versa. G minimal est donc égal à log népérien de 2 divisé par mu max. Pendant la phase 4, on constate que la courbe s'infléchit, ce qui signifie que la croissance bactérienne ralentit. Cette phase est donc appelée phase de ralentissement. Pendant cette phase, log de A augmente toujours mais moins vite, mu diminue tandis que G augmente. Plusieurs phénomènes expliquent cette phase de ralentissement. Tout d'abord, les nutriments du milieu et le dioxygène dans le cas d'un métabolisme oxydatif consommés par les bactéries disparaissent progressivement. On dit que le milieu s'épuise en nutriments. Par ailleurs, les déchets métaboliques libérés par les bactéries au cours du catabolisme s'accumulent dans le milieu et deviennent toxiques pour les bactéries elles-mêmes. Notons que le catabolisme des glucides génère des acides qui diminuent le pH du milieu, tandis que le catabolisme azoté génère des bases qui augmentent le pH du milieu. De plus, cette phase est aussi provoquée par des signaux régulateurs liés au surpeuplement bactérien. Ce phénomène a été nommé le quorum sensing. Cette phase de ralentissement est courte si la bactérie consomme jusqu'à épuisement un seul nutriment limitant dans un milieu défini, comme c'est le cas dans un milieu minimal en glucose par exemple. En revanche, cette phase sera longue si la bactérie croît dans un milieu complexe dans lequel plusieurs nutriments peuvent devenir limitants en cascade, comme c'est le cas dans un bouillon nutritif par exemple. Pendant la phase 5, l'atténuance demeure constante, ce qui signifie que la biomasse a atteint sa densité maximale. Ceci ne signifie pas pour autant que la croissance a stoppé. En fait, pendant cette phase appelée phase stationnaire, il y a autant de bactéries qui naissent que de bactéries qui meurent. Log de A est constant et maximal, mu diminue encore, tandis que G augmente encore. Les métabolites produits pendant cette phase, comme les antibiotiques par exemple, sont appelés métabolites secondaires. C'est aussi la période de libération des endotoxines pariétales des bactéries Gram- à la suite de leur lyse. Pendant cette phase, on pourrait observer au microscope que la morphologie bactérienne change. Elles sont plus petites qu'en phase exponentielle car la division cellulaire continue après que la synthèse de la plupart des macromolécules est ralentie. Certaines bactéries même sporulent, comme c'est le cas des genres Bacillus, Clostridium. Après la phase stationnaire, on peut observer une phase dite de déclin avec une diminution du log de A en raison d'une lyse massive des bactéries due à l'action d'enzymes qu'elles sécrètent. C'est pourquoi on parle d'autolyse. Nous pouvons faire plusieurs remarques. Si une culture en phase exponentielle est diluée dans un milieu neuf de même composition, la croissance continuera de façon exponentielle. Si une culture en phase stationnaire est transférée dans un milieu neuf, on observera une phase de latence d'une durée qui dépend de la bactérie et du milieu considéré. Cette période vue plus haut correspond à des réajustements physiologiques qui peuvent être très importants, comme par exemple la germination dans le cas de bactéries sporulées. Dans certains cas, des bactéries survivantes peuvent amorcer une nouvelle phase de multiplication à partir des éléments nutritifs libérés par les bactéries mortes et lysées. Ce phénomène s'appelle la croissance cryptique.